Bonsoir à tous. Merci Pitchy pour ce petit délit vidéo de la peau d'un utilisateur que vous êtes. Et vous voyez que c'est finalement bien saccadé et intense comme rythme quotidien. Donc, dernière session de la journée. On a le plaisir d'accueillir Fox Intelligence. Je vais les nommer dans 2 petites minutes. Je vous rappelle que je suis obligée de faire la petite info logistique. Il y a les bus qui viennent vous chercher à partir de 19h45, 20h dans chacun de vos hôtels. On se retrouve tous au chapiteau pour une magnifique soirée. Et pour ceux qui ont envie de bouger leur corps, on se retrouve après ça au Jimmy's. Il y a les bus, party bus qui vous accompagnent jusqu'au Jimmy's, que l'on a privatisé pour vous ce soir. Voilà. Donc maintenant j'appelle Édouard, Georges et Paul, excusez-moi, pour venir vous parler de Fox Intelligence et de tout ce qui est lié à la donnée. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Édouard Naté, je suis le fondateur et le président de Fox Intelligence. Et je suis très content d'être accompagné de 2 camarades qui sont, en plus d'être clients de Fox Intelligence, des experts dans leur domaine et que je vais laisser se présenter, Georges et Paul. Bonjour, Paul Chopin de Janvry. J'ai rejoint Gorillaz il y a maintenant 5 mois. J'étais auparavant chez Groupon. Rapidement, Gorillaz, pour bien situer, c'est le quick commerce, phénomène dont tout le monde parle, phénomène qui est né à Berlin en mars de l'année dernière et qui est né en France en avril. Le premier store Gorillaz a ouvert à Paris le 1er avril. Aujourd'hui, on en a 23. Dans le monde, on vient de dépasser les 200. On est présent dans 9 pays, dans 55 villes. Et un point important dans le quick commerce, puisqu'il y a le retail, les produits, il y a la livraison, il y a la technologie et l'application. 11 000 salariés dans le monde, car tous nos riders sont en CDI, en contrat, en CDI. C'est là où on s'oppose un peu aux plateformes qui vont avoir d'autres modèles. Bonjour à tous, je suis Georges Yates, un responsable des relations stratégiques avec les marques et les enseignes de retail à l'échelle mondiale chez Back Market. Donc, petite question pour tout le monde. Qui connaît Back Market ici dans la salle? Et j'ai bien dit Back Market, pas Black Market, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui disent ça toujours. D'accord. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Back Market est la marketplace leader mondial dans la vente de produits électroniques reconditionnés. Il est aussi important de souligner, on a une mission écologique importante qui nous anime, notamment de réduire les déchets électriques à l'échelle mondiale. Donc pour nous, la manière qu'on essaye d'arriver à cet objectif-là, c'est de rendre le processus d'acheter un produit non neuf, en l'occurrence un produit reconditionné, une évidence pour les consommateurs. D'accord. Donc pour vous donner quelques statistiques sur le business de Back Market, donc on a été lancé en 2016. Aujourd'hui, on a 500 employés à travers le monde. On a plus de 2000 marchands qui vendent sur notre plateforme. On est présent dans 16 marchés, 13 en Europe. Donc en dehors de l'Europe, c'est aux États-Unis, Japon et au UK. Oui, c'est en dehors de l'Europe. Et puis, sinon, on est sur un rythme de croisière en termes de GMV d'1,5 milliard de dollars. Wow. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. On va parler, alors pas des tendances secrètes du e-commerce, mais plutôt des secrets des tendances du e-commerce, parce que ces tendances, vous les connaissez tous. Il s'agit de quick commerce, il s'agit de la seconde main, et il s'agit des marketplaces. Et ce qu'on va faire, c'est leverager 2 choses, les données de Fox Intelligence, et l'expertise de nos 2 camarades ici. Et comme on va parler de Fox, on va prendre 10 minutes pour commencer, pour dire ce qu'est Fox, et notre méthodo et comment on bosse. Et avant de commencer à parler de Fox, je vais vous parler de mon père. Et mon père, pendant à peu près 25-30 ans, ça a été en France le roi du papier toilette. C'est le mec qui vendait le plus de papier toilette. Bon. Et le papier, donc c'est ça. Le papier toilette, c'est un produit qui est pas incroyablement technique, qui est potentiellement le moins saisonnier de tous les produits. C'est absolument plat. Il n'y a jamais eu de Black Friday. En l'occurrence, avant, je disais ça. Il y a eu le Covid où les gens ont entendu il y a une pandémie. Ils ont dit il faut que j'achète du papier toilette. Mais bon. Et mon père a acheté religieusement, si je peux dire, des données tous les mois pour comprendre quelle était sa performance, celle de ses concurrents,
pour comprendre dans chaque magasin comment il fonctionnait, s'il était bien référencé, etc. Et ces données, elles existaient parce que dans le monde physique, il y a quelque chose que vous connaissez tous, c'est ça. Ça, c'est le modèle qui permet à toutes les marques d'avoir accès à de la donnée. Alors ça marche comment? Les distributeurs partagent leurs données à des panélistes, des Nielsen IQ, des ARI, des NPD, des GfK. Ces mecs-là vont normaliser, harmoniser la donnée et la revendre à toutes les marques, ce qui fait que dans le monde physique, énormément de décisions en fait, sont data-driven, c'est un monde extrêmement nourri par la donnée, et il y a une transparence qui existe parce qu'il y a ce partage de données. Il y a un changement qui est arrivé, ou une nouvelle situation, mais que vous connaissez tous, et elle était hyper bien formulée par un de nos clients, qui est de dire, notamment après le Covid-19, l'hypothèse par défaut qu'il faut avoir pour apprécier le changement, c'est de se dire, toute la croissance, toutes les innovations, et aussi toutes les menaces, vont venir du e-commerce. Alors, ce ne sera pas forcément vrai à chaque fois, mais il faut prendre cette hypothèse-là par défaut, parce que c'est comme ça qu'on va apprécier ce qui change dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et le problème que ça pose, c'est dans le e-commerce, le truc de mon père, il n'existe pas. Enfin, le truc qu'utilise mon père, il n'existe pas. Il n'y a pas de données fiables dans le e-commerce qui existent pour expliquer exactement quelle est la performance de chacun. Pourquoi? Parce que les distributeurs qui partageaient dans le monde offline les données, en fait, ne le font pas dans le monde online. Ils ne le font pas parce que soit les données sont trop précieuses, soit c'est des gens qui ne l'ont jamais fait, des DNVB, des D2C, soit parce que c'est des marketplaces, soit parce que c'est de la seconde main. Et en fait, on n'a pas cette transparence-là. Et donc, les retailers sont à poil, enfin, n'ont pas les données, et les marques, elles sont aveugles. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très habiles avec la donnée et qui sont en train de gagner des parts de marché. Et ce que fait Fox, c'est être capable de donner à tous les acteurs du marché, marques et distributeurs, la meilleure donnée possible. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fait d'une manière très simple, c'est en se disant, ben voilà, si on ne peut pas avoir les données depuis les retailers, depuis les distributeurs, on va reconstruire la donnée avec les consommateurs. Et ce qu'on a fait depuis maintenant 5 ans, on a 5 ans, c'est qu'on a tout simplement créé le plus grand panel consommateur d'Europe. Et pour chacun des consommateurs, on va obtenir de leur part toutes leurs transactions électroniques dans le plus grand détail, savoir ce qu'ils ont acheté quand ils sont en ligne, quand ils sont en e-commerce. Donc aujourd'hui, on est présent dans les 5 grands pays européens, avec des tailles de panels qui sont 10 voire 15 fois plus grandes que les panels actuels qui existent pour qualifier le e-commerce. Et on va s'intéresser à 2 choses. 1, obtenir un consentement totalement transparent de la part des utilisateurs. On peut utiliser leurs données transactionnelles anonymisées, c'est très important, avec leur consentement. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'intéresse à quelque chose de très précis, qui est une obligation légale en Europe, qui est le reçu électronique. Quand vous achetez quelque chose en ligne, quand vous prenez un Uber, quand vous allez chez Gorillaz, il y a un reçu électronique qui va dire exactement ce que vous avez acheté. Et nous, on est la boîte qui reçoit des millions chaque jour de reçus électroniques et qui permet de comprendre qui achète quoi chez qui. Alors on couvre tout, parce que l'avantage c'est qu'on ne dépend pas des retailers, donc aujourd'hui on a une vision sur tous les acteurs. On connaît les parts de marché de tous les acteurs dans ces pays-là, quel que soit le modèle d'affaires de ces acteurs, et quel que soit le pays ou quelle que soit la catégorie. Voilà. Fox, c'est une couverture totale sur les marchands connectés. Ça marche, parce qu'on a un sujet, on en avait parlé pendant l'atelier, c'est que quand on prétend connaître tout sur tout, on ne peut pas être la diseuse de bonne aventure qui dit qui est-ce quand on toque à la porte. En gros, nous, quand on va voir un client et qu'on dit on connaît tout, ben, le client il peut comparer ses propres données avec ce qu'on annonce. Et aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années qu'on a des clients qui nous suivent. Nos données, elles matchent bien parce que notre méthode fonctionne bien. On est devenu donc un outil de référence pour pas mal de distributeurs. Vous voyez des gens qui sont très différents. On a de la seconde main, on a de la vente privée, on a des gros distributeurs alimentaires, on a des boîtes de conseil aussi, et on a quasiment toutes les plateformes aujourd'hui qui font de la food delivery ou du quick delivery. Depuis le Covid-19, on est devenu aussi un outil pour les marques, parce que les marques aujourd'hui sont de plus en plus exposées au e-commerce et elles ne peuvent pas se permettre d'être aveugles sur ce sujet-là, de ne pas avoir la couverture nécessaire sur le drive, le quick delivery ou les autres marchés connectés. Donc voilà ce que fait Fox. Il y a 4 trucs qu'on veut faire avec nos clients, on a 4 missions. La première, c'est de dire il faut arrêter d'être égocentré et de se dire ma performance, je la mesure en regardant ma croissance de chiffre d'affaires et uniquement ça. On offre la possibilité de se dire la vraie mesure de la performance, en fait, c'est la part de marché. Donc c'est ce qu'on permet d'avoir, d'être omniscient. Le deuxième truc, c'est qu'on veut péter les moyennes. C'est ce qu'on répète à nos clients tout le temps. Si je vous dis votre part de marché est de 15%, bon bah c'est bien,
comment elle évolue, c'est très bien, mais ce qui est plus important, c'est de savoir, sur les fans du PSG ou sur les fans de l'OM, je fais tant, sur les gens qui aiment l'équitation, je fais tant, et résultat, sur là où on n'est pas très bon, on va être capable de s'améliorer. Nous, c'est ce qu'on fait. On pète les moyennes sur les clients, les catégories, les pays, les codes postaux. C'est ça qu'on est capable de faire parce qu'on a de la granularité. Le troisième truc, on a beaucoup de clients, quand on a commencé l'activité, qui de toute façon disent Amazon va gagner. Et donc, ou on va se faire dépasser par un petit mec qui arrive et qui crée une boîte qu'on n'avait pas vu venir. Nous, ce qu'on permet de faire, c'est de ne pas être fataliste et d'être capable d'anticiper, parce qu'on a un coverage total, toutes les nouvelles choses qui arrivent et de les comprendre en détail, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et le dernier point qu'on veut faire, alors pour ceux qui se posent la question, c'est Madame Soleil à gauche, c'est une génération d'avant, c'est qu'on a beaucoup de clients qui, quand ça ne va pas, se trouvent des excuses, mais n'ont pas la capacité de se dire les vraies raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Moi, quand j'étais e-commerçant avant, la météo était un des sujets, par exemple, que j'invoquais à chaque fois que je ne faisais pas mon chiffre de la semaine. Et l'idée, c'est que là, on offre la capacité à l'ensemble de nos clients de pouvoir mesurer exactement ce qui se passe sur leur marché et de contextualiser leur performance et de back-upper leurs décisions et leurs diagnostics avec de la donnée. Voilà ce qu'on fait. Maintenant, on a parlé, donc ça c'est sur Fox, et si vous avez des questions à la fin, on pourra en discuter. Et on a une 50aine de personnes, on est à Paris, et on a 5 ans, comme ma fille. On est distribué aujourd'hui en SaaS, c'est une plateforme qu'utilisent nos clients de manière très autonome, et on se vend par abonnement. Mais ça, on en parlera peut-être après avec Mathieu et Ismaël qui sont là, de Fox Intelligence. Maintenant, on va rentrer sur un sujet qui nous passionne, qui est en train de révolutionner la manière avec laquelle les courses alimentaires sont sont faites par les clients. Et pour en parler, on a Paul. Et peut-être Paul peut revenir sur son début et comment il percevait le quick commerce au début quand il a commencé. Moi, j'ai eu la chance d'être appelé par la personne qui a pris la direction de Gorillaz en France. Il m'a appelé en février en me disant « Je dois ouvrir des stores, on va mettre des produits à l'intérieur, des produits de consommation courante, de l'alimentaire, du non-alimentaire. On va les livrer avec des riders en vélo électrique qui sont salariés en CDI. » Et je dis super, et tu ouvres ton premier store quand? Il me dit en avril. Je dis très bien, 2022, c'est un peu short, mais non, c'était en avril, quelques mois après. Il fallait construire ce modèle. Ce modèle avait été lancé par Cajoo en France, par Gorillaz à Berlin, GoPuff aux États-Unis, Yango Deli en Russie. C'est un phénomène qui a émergé pendant la crise et qui s'est développé. Et en fait, c'est un phénomène qui est assez impressionnant parce que c'est simple, ça reste du retail. On dit qu'on est des livreurs qui commerçons ou des commerçants qui livrons. C'est un peu l'épicier d'antan, boosté au digital, à l'application et avec un vélo électrique. Donc il n'y a pas grand-chose de très nouveau. C'est ce constat qui a fait créer Gorillaz. Et on a construit toute notre proposition de valeur sur la livraison rapide. À Berlin, c'est un vrai sujet. Vous connaissez les distances de Berlin, donc ça vaut le coup de se faire livrer. À Paris, on va me dire, il y a beaucoup de supermarchés. Oui, mais on peut aussi ne pas prendre du plaisir à aller dans un supermarché de proximité à 20h, juste avant qu'il ferme, quand la grille baisse et qu'il vous demande de ne pas rentrer. Donc voilà, c'est le quick commerce. On parle des dark stores, c'est un sujet dont on parlera, on n'aime pas trop ce mot-là, nous. On parle de magasins, on est des commerçants, nos stores sont grands, sont lumineux, sont équipés comme des magasins où vous pourriez faire vos courses. Le seul défaut, c'est qu'on ne vous laisse pas rentrer. Il n'y a que nos équipes qui préparent vos commandes et vous les livrent. Alors, il y a un élément une question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça peut être rentable? Il se trouve que la réponse, en fait, elle a été apportée il y a quelques semaines maintenant par JP Morgan, qui a publié des comptes d'un acteur russe qui est assez mature et qui a réussi à avoir des volumes assez conséquents. Et en fait, quand on regarde le P&L d'une boîte comme ça, en fait, au niveau des COGS, c'est à peu près similaire, c'est-à-dire au niveau de la marge brute, c'est similaire. Parfois même, le dark store peut avoir une marge brute supérieure parce que les marques sont intéressées à placer leurs produits dans ces dark stores-là, dans ces petits magasins. Et ensuite, ce qui change, c'est qu'il y a de la delivery là où il n'y en a pas sur le offline store, et il y a moins de loyers et il y a moins de staff. Et donc, c'est un modèle qui peut être rentable. Mais il y a 3 conditions pour que ce soit rentable. C'est qu'il faut attendre une taille critique, il faut qu'il y ait de la récurrence, et il faut qu'il y ait un panier moyen qui soit suffisant. Je pense que la taille critique, vous l'avez tous compris. Pour les Parisiens, désolé pour les campagnes de pub massives. On a ouvert 23 magasins en 5 mois. C'est un vrai sujet. Une fois qu'on a les stocks, une fois qu'on a les produits, une fois qu'on a les équipes, il faut aller chercher la clientèle, il faut aller chercher les commandes. La massification, c'est vraiment le sujet important. Quand on regarde le PNL à gauche, il y a un sujet qu'on va voir, c'est le panier moyen, le nombre de commandes et naturellement la récurrence des achats. Chez Gorillaz, on croit énormément à la récurrence, à ces clients qu'on va acquérir sur un nouveau modèle,
parce que leur faire comprendre, on sait que c'est l'effet waouh. Je vous invite tous à faire une première commande Gorillaz. Vous allez écouter 2 chansons sur Spotify et votre commande va arriver, et elle va arriver idéalement avec des boissons fraîches quand vous les avez commandées, avec un rider qui sera de très bonne humeur, qui va vous demander des nouvelles. Normalement, il aura glissé un petit mot parce que c'est votre première commande, et peut-être un fruit parce qu'il voudra vous faire goûter un de nos fruits qui sont excellents. On y croit énormément, c'est pour ça qu'ils sont en CDI. C'est un sujet qui n'est pas anodin. Beaucoup de quick commerçants parlent de sous-contrat. Nous, on le précise, c'est des contrats en CDI, avec tous les avantages que ça implique, parce qu'on sait qu'ils vont garantir cette qualité du dernier kilomètre et du contact avec le client. Je ne vais pas parler des plateformes qui laissent à d'autres ce soin-là. Et le panier moyen, tu en parlais, c'est le vrai sujet. On a le retail, on a la livraison, on a forcément la data, et c'est un des sujets qui nous intéresse chez Fox Intelligence, c'est de regarder quels sont les produits qui fonctionnent, quels sont les produits qui ne fonctionnent pas. On en reparlera, je crois, un peu plus tard. Exactement. Alors justement, ces 3 trucs-là, il faut les piloter parce que sinon le modèle ne marche pas. Et si on les pilote bien et si on les atteint, ça marche. Alors déjà, on va regarder le premier. Ouais, vous m'entendez bien. On va regarder le premier, il faut que je regarde comme ça. C'est aujourd'hui, ça représente quoi? Et de manière plus large, je vais me positionner de ce côté-là, comme ça je pourrais montrer les différents trucs. Aujourd'hui, la livraison alimentaire à Paris, donc ça c'est les chiffres Fox Intelligence sur les 6 dernières semaines. La donnée, elle est mise à jour toutes les semaines, donc on regarde les 6 dernières semaines. Aujourd'hui, sur la livraison à domicile ou en drive piéton, ce qu'on voit, c'est que sur les 6 dernières semaines par rapport à la période précédente de l'année dernière, en fait, les grandes surfaces ont un recul net, et aujourd'hui, ça représente 70%, enfin les distributeurs classiques, de la distribution. Après, on a des pure players, avec malheureusement un H sur Greenwich, je suis désolé, des pure players qui sont à près 15%, les dark stores 10%, et les aggrégateurs 3,5%. Donc aujourd'hui, il y a déjà 30% de la livraison alimentaire à Paris qui a été convertie à en gros des nouveaux acteurs. Ça, c'est pour la massification. Est-ce qu'on est capable de changer les habitudes des gens? La réponse est oui. Maintenant, ça peut se faire à coup de marketing, et donc il faut regarder la récurrence. La récurrence, elle est essentielle dans ce modèle. Ce qu'on est capable de mesurer avec Fox, parce que sur chaque consommateur, on va avoir toutes les transactions, c'est de voir combien de fois les gens rachètent. Alors si on regarde les 6 dernières semaines, ce dont on se rend compte, c'est que dans les dark stores, c'est-à-dire les Gorillaz, les Cajou, les Flink, les Dija, il y a eu 3 achats. Ça veut dire un achat toutes les 2 semaines. Et ça prend en compte le fait que ces boîtes-là sont en train de recruter des nouveaux consommateurs de manière significative. Et quand on regarde exactement quelqu'un qui est là depuis longtemps, longtemps avec 4 guillemets, chez Gorillaz, en fait, on se rend compte que c'est une commande par semaine en moyenne qui est faite. Maintenant, à quoi elle ressemble cette commande? Cette commande, aujourd'hui, encore une fois, si on prend l'ensemble des paniers, on est sur quelque chose aux alentours de 23 €. Si on regarde les gens qui commandent avec pas mal d'habitude, on est entre 30 et 35. Et si on le compare avec un drive normal, ce dont on se rend compte, c'est que le pari qui, même à moi, me semblait un peu dingue de dire on peut convertir les courses alimentaires dans un modèle où on ne va plus dans le magasin et on est livré en 15 minutes, c'est ce que les chiffres montrent et c'est ce qu'on a chez Fox Intelligence. Donc aujourd'hui, quand on travaille avec Gorillaz, comme d'ailleurs avec tous nos autres clients, on est capable, sur les KPI qui les intéressent, de leur permettre de mesurer leur performance. Donc, ouais. C'est un vrai sujet pour nous. On a 5 mois d'existence, donc on va vivre notre premier Noël. L'Allemagne en a vécu un, mais l'Allemagne, ce n'est pas la France. Le marché n'est pas le même, la concurrence n'est pas la même. Donc forcément, la croissance de nos revenus, les commandes, on a besoin de ces indicateurs. Je ne vais pas les commenter, dire s'ils sont bons ou pas bons. Comme tu disais, Edouard, ils viennent en plus des indicateurs qu'on regarde et ça nous permet de piloter cette croissance. Et aujourd'hui, c'est extrêmement stratégique de savoir où est-ce qu'on doit mettre nos efforts, où sont les commandes, est-ce que d'autres commandes partent chez d'autres clients. Et ça, c'est vraiment important. La part de marché, c'est un sujet. On le sait, sur un téléphone, il n'y a pas la place pour 5 ou 6 applications de livraison de vos courses trop rapidement. On connaît l'histoire de la food delivery. Il y en a une qu'on aime et une deuxième qui est là quand on sait le qu'on aime ne marche pas bien. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on a besoin de regarder ces informations-là et effectivement de ne pas faire ça au doigt mouillé. Moi, j'ai travaillé depuis 20 ans dans des marketplaces. Si on avait eu des outils comme Fox Intelligence chez eBay ou chez Groupon, je pense que notre vie aurait été aussi un peu plus simple pour piloter nos activités. La dernière point, c'est vraiment important. Gorillaz, c'est un 2000 à 2500 références. Un supermarché de proximité, c'est 5000. Donc on a un assortiment qui est plus court et qui est composé à 70% de marques nationales que vous pouvez retrouver, de la cristalline, de la mayonnaise, Benedicta, je vais en citer un autre mais ça devrait aller. Et sinon 30% d'offres locales. Ce qu'on appelle des offres locales, c'est des offres, le pain.
on source auprès de boulangers. C'est notre vraie spécificité. Sur les légumes, dans les villes où on travaille, on essaie de travailler avec les maraîchers locaux, à Lyon, à Nice. On essaie vraiment d'avoir cette offre locale. C'est un gros différenciant, et c'est un gros différenciant sur le long terme. Et ça a un coût d'avoir cet inventaire, d'avoir cette spécificité dans notre offre. Et donc, il faut vraiment qu'on sache quels sont les produits qui fonctionnent et est-ce qu'on va changer notre inventaire. Je vous avoue que l'inventaire du début, quand on a lancé le premier store à Bastille, on avait référencé, je pense, un peu trop de mottes de beurre de 1 kg. Elles sont restées assez longtemps dans les stocks. C'était assez contre-intuitif de les stocker, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, nous, on cherche nos best-sellers, on cherche les offres qui fonctionnent dans l'ouest parisien, dans l'est parisien, à Lyon et à Lille, les consommations ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est un niveau de granularité. Aujourd'hui, tu parlais des accès en SaaS. Tu as une vingtaine, trentaine de personnes qui ont accès aux données Fox Intelligence, et c'est tous les services. La marketplace qui fait l'animation commerciale, la partie développement qui va chercher l'endroit où on va installer nos stores, la partie monitoring de la compétition. Et je vous avoue que c'était assez bluffant qu'on a vu l'outil. Et pour nous, c'est un vrai outil de pilotage. On a du Nielsen, on a d'autres choses, mais ça nous aide. Et là, on parle de marketing, sujet que je connais un peu plus. Les campagnes de pub, il y en a beaucoup. Quel message envoyer? Quel type? Typiquement, les riders en CDI, tout le monde dit qu'ils ne commandent pas sur Deliveroo parce que c'est scandaleux, que c'est des auto-entrepreneurs et que c'est un peu de l'esclavagisme. Les gens continuent à le faire. Voilà, c'est des choses on a besoin de savoir si aussi c'est des messages qu'on doit pousser. Typiquement, dans nos prochaines campagnes de pub, on va beaucoup plus parler de cet aspect-là. Après, sur des types de population. Donc voilà, c'est un outil qui nous permet de piloter. Et une fois de plus, on n'a que 5 mois. On reste des retailers, donc on s'est équipé comme des retailers. On vient du digital, donc on s'équipe aussi avec des outils digitaux. Et on pilote notre performance de manière très rapide et on est très flexible. Et c'est vrai qu'on a besoin de cette flexibilité-là. Et aujourd'hui, Gorillaz, on cherche à vraiment allier ces 3 piliers. C'est un business en 3 modèles: retail, logistique, data. Et forcément, tu parlais des marques tout à l'heure. Elles se positionnent, toutes les marques veulent tester le quick commerce, veulent voir si elles vont pouvoir vendre directement à leurs clients, veulent l'utiliser comme un capteur de données pour des lancements, du sampling. C'est sympa quand vous avez des petits samples dans vos courses. Voilà, c'est tous les sujets qu'on travaille. Et en tout cas, le quick commerce, alors je n'ai pas posé la question, qui a fait ses courses grâce à un site comme le nôtre? Et ben voilà, on a un gros potentiel. Mais il y a un point qui est important. Je ne vais pas placer mon code referral tout de suite, mais je vous le donnerai tout à l'heure. Mais il y a un point qui est important, c'est effectivement, c'est là où le marché est en train de bouger et c'est là où les marques doivent se poser la question d'y aller ou de ne pas y aller. Et nous, on est à la fois fournisseurs pour les plateformes comme pour les marques. On a pas mal de clients qui se sont dit est-ce qu'on pourrait avoir la visibilité sur les dark stores, et c'est ce qu'on a fait. Il y a un autre endroit, en fait, où les marques doivent se poser la question de que dois-je faire et comment je dois le faire, en fait. C'est la seconde main. La seconde main, tout le monde en entend parler. Si on veut mettre des chiffres dessus, aujourd'hui, si on prend 2020, il y avait une personne sur 3 qui avait fait un achat en seconde main dans l'année. En fait, on a déjà dépassé en octobre ce chiffre-là, on est à 34%. Et comme les gens achètent beaucoup de seconde main en Q4, on pense qu'à peu près de 40% ou 45% des gens auront dans l'année fait un achat. Donc ça, on va parler avec Paul de ce sujet. Pardon, Paul, Georges de ce sujet. Je t'en prie. Et une autre petite donnée à apporter à ce slide, pour vous donner un peu de contexte par rapport à la valorisation du marché. Aujourd'hui, on valorise le marché de vente de produits électriques reconditionnés à peu près à 85 milliards de dollars. Et on prévoit que d'ici 2025, il va doubler en taille. Donc on arrivera quasiment à 170 milliards. Donc vraiment une marge de progression assez considérable. Et ce qui est important aussi à souligner, c'est pourquoi est-ce qu'on voit cette progression, cette évolution au niveau de la pénétration de la consommation de produits d'occasion reconditionnés. C'est drivé par les consommateurs. Donc il y a une sensibilisation auprès des consommateurs vis-à-vis de la cause écologique et bien sûr aussi un intérêt financier de leur part de réduire le coût de leurs achats en magasin ou en ligne. Donc, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? C'est grâce à des offres telles que celle de Back Market, où notre mission, c'est effectivement de rassurer le client au maximum dans cette décision d'achat via un focus singulier sur la qualité des produits qu'on propose sur notre plateforme. Donc pour nous, s'assurer d'avoir des produits de qualité, c'est de s'assurer d'avoir des marchands de qualité. Donc auparavant, historiquement, les consommateurs souvent allaient sur d'autres plateformes pour acheter
des produits d'occasion de particulier à particulier. Chez Back Market, par exemple, cela n'est pas possible. Tous les marchands qui vendent sur notre plateforme ont été sélectionnés par nos soins. D'accord ? Et de plus en plus, et mon équipe, ce que nous, on se charge, c'est de promouvoir des partenariats avec des marques et les enseignes de retail, parce que ce sont des acteurs que les consommateurs, auxquels ils font confiance, ils connaissent, et donc nous permettent justement de stimuler de faciliter leur décision d'achat dans ce contexte-là. Et en fait, si Back Market a rassuré les clients, il y a peut-être des marques ici qui se posent la question, enfin, qui voient ce chiffre et ça ne les rassure pas. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que ce chiffre d'affaires qui est en train d'augmenter, cette pénétration qui augmente, est-ce que ça se fait aux dépens du neuf? Est-ce que ça va réduire la consommation de produits neufs? Et ce qu'on va faire avec vous, ce qu'on va faire ensemble, c'est faire un cas d'étude sur Cézanne. Donc Cézanne, alors c'est pas un client de Fox encore. C'est une boîte qui est best in class en termes de D2C pour les fringues. C'est une super machine. Et nous, on est capable de regarder à la fois sur ce qui est vendu par Cézanne, mais aussi ce qui est vendu sur Vinted, ce qui est vendu sur Vestiaire-Co, sur Vidressing, etc. Quelles sont les parts de Cézanne qui sont faites en neuf et qu'est-ce qui est fait en occasion? Et en fait, l'occasion, ça fait que monter aujourd'hui. Alors, chez Cézanne, c'est encore mesuré, c'est 11%. 11% des transactions de produits Cézanne ne se font pas chez Cézanne, mais se font en seconde main. Et ce qu'on va pouvoir faire chez Fox, c'est comprendre est-ce que ça s'est fait au détriment de Cézanne ou pas. Et en fait, quand on regarde l'analyse, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a 75% d'acheteuses Cézanne qui sont des acheteuses exclusivement sur du neuf. Donc c'est des gens qui n'ont comme seule interaction avec la marque des interactions véritablement dans le store de la marque. Il y a 12% qui sont exclusivement occasion. Et on verra plus tard que c'est plutôt des profils jeunes qui sont peut-être amenés à devenir un jour des acheteuses mixtes, c'est-à-dire qui achètent à la fois du Cézanne en occasion et du Cézanne en neuf. Alors maintenant, si on regarde sur les 13%, qui y sont? En fait, c'est le truc qu'on trouve intéressant, c'est que en fait, quand on regarde ces gens qui achètent en neuf et en occasion, en fait, il y a 75% de ces gens-là qui ont acheté d'abord en occasion. Et ce que ça veut dire, et c'est un message qui est important pour Cézanne, mais pour toutes les autres boîtes qui sont dans la même situation, c'est que l'occasion est un énorme canal de recrutement, voire un des premiers canaux de recrutement. C'est-à-dire des gens achètent en occasion, ils ont une première expérience, une deuxième expérience, et il y a 75% de ces acheteurs qui vont ensuite acheter en neuf. Et il est très possible que dans les 12% qui étaient exclusifs occasion, il y en a qui vont passer dans cet élément-là. Le deuxième point, c'est que les gens qui avant achetaient neuf, donc le premier achat était neuf, et qui sont passés dans le monde de l'occasion, c'est le même, alors c'est pas le même, mais c'est 75% aussi, qui ensuite reviennent, vont faire un achat neuf après. Donc ce n'est pas non plus une sorte de trou dans l'évier où quand les gens sont passés dans l'occasion, ensuite on les paume et c'est fini. En fait, l'occasion, si on regarde les chiffres, c'est un type de relation que le client va avoir avec la marque, c'est un mode de recrutement et de conversion, et on en parlera un peu avec Georges, c'est aussi un sujet sur lequel il y a de la data qui circule et à laquelle la marque peut prétendre avoir accès parce que c'est une relation que des clients vont avoir avec un produit. Maintenant, pour se rapprocher de Back Market, on peut regarder la même chose sur des produits Apple. Aujourd'hui, on voit que la pénétration est plus forte. C'est à peu près 25% des produits Apple qui se trouvent être achetés en occasion. Et c'est à peu près en légère croissance depuis 2017. Et pareil, on retrouve de la mixité, des gens qui achètent du neuf et de l'occasion, des aficionados de l'occasion exclusif et pareil sur du neuf. Mais il y a toute une population qui est hyper importante pour Apple qui achète notamment chez Back Market. Tout à fait. Et en fait, c'est assez intéressant de voir dans un premier temps l'exemple que tu as cité dans le domaine de la mode, parce que je pense que vraiment tout cet élan qu'il y a dans le reconditionnel du côté tech a commencé aussi du côté de la mode. Donc c'est très pertinent de voir en quoi l'évolution s'est amplifiée. Et nous, on s'intéresse particulièrement à ces acheteurs mixtes, parce que ils font vraiment partie intégrale de notre base de consommateurs chez Back Market. Donc, pour vous donner un exemple, donc, un père de famille qui a deux enfants, un adolescent. Donc, lui, il est propriétaire d'un iPhone 13, mais au moment d'acheter le smartphone pour sa fille de 13 ans, il va vouloir être un peu plus économe et un peu plus affûté.
et il va aller sur Back Market acheter ce premier smartphone pour sa fille. Alors, comment est-ce qu'on va travailler cet individu, ce consommateur aussi? On a une autre manière de le faire, c'est grâce à notre activité de reprise. Donc, le moment viendra où il voudra s'acheter un nouveau PC et nous, on va l'inciter à venir sur notre plateforme, vendre son PC existant pour financer l'achat d'un produit sur Back Market ou utiliser cet argent pour aller l'acheter auprès d'un retailer et acheter du neuf. Mais l'important, c'est qu'on intègre cette circularité et on arrive à travailler ces acheteurs mix sur plusieurs créneaux. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les marques, a priori, doivent embrasser ce sujet de la seconde main. Pardon. Et Back Market, d'ailleurs, offre une proposition de valeur pour ces marques-là, pour aborder sereinement, on va dire, le sujet de la seconde main. Tout à fait. Donc, nous, l'offre de valeur pour les marques est très claire et très simple. Donc, historiquement, bien sûr, les marques, leur principal focus, c'est de vendre des produits neufs. Donc, historiquement, tous les produits défectueux, tous les produits d'exposition, tous les produits fin de série, fin de vie, qu'ils vendaient à des soldeurs ou jetés, nous, on leur propose de mieux valoriser en les vendant via notre canal de vente dédié aux reconditionnés et via un canal de vente D2C. D'accord ? Donc, l'autre aspect qui est très important, c'est que, comme tu l'as évoqué dans le cas de Cézanne, nous, on voit souvent le back market comme outil et comme canal d'acquisition de clients pour, à terme, le neuf pour les marques. Donc, il y a certaines marques qui travaillent avec nous, notamment, par exemple, De Vialet, qui ont des produits assez chers. Et donc, pas tous les consommateurs sont en mesure de pouvoir s'en acheter au prix du neuf. Et donc, le prix reconditionné présente une belle opportunité pour ces marques-là d'attirer ces différents profils dans leur orbite, tout en minimisant la cannibalisation des ventes de leurs produits neufs, qui est leur base de leur activité, quoi. Et en fait, l'idée, et ça va être le troisième sujet dans les 10 minutes qui nous restent, c'est qu'il y a des consommateurs qui se dirigent vers des consommations qui n'étaient pas prévues avant, la seconde main, le quick delivery. On va le voir ensuite avec le sujet des marketplaces. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec de la data, et on le répétera ensuite dans le sujet marketplace, c'est possible de le faire bien et c'est possible de le faire de manière pilotée. Et justement, marketplace, la question, elle est exactement la même. Est-ce qu'on parle de cannibalisation ou est-ce qu'on parle d'expansion? Aujourd'hui, les marketplaces, ça représente plus du tiers de l'activité e-commerce en France. C'est au quatrième quarter 2021, c'est déjà 36% de l'activité. Alors ça monte parce qu'il y a des back market, parce qu'il y a des mano-mano, parce qu'il y a des Vinted, parce qu'il y a 10 000 boîtes auxquelles on pense qui sont en train de cartonner sur un modèle marketplace. Mais ça monte aussi parce qu'il y a des boîtes plus établies qui étaient avant sur un autre modèle comme Maison du Monde, comme les Galeries Lafayette et comme Leroy Merlin dont on va parler, qui font le pari de la marketplace. Et c'est un pari qui est audacieux parce que si à 5 ans, on avait dit à Maison du Monde, par exemple, tu vas vendre autre chose que du Maison du Monde, ben je pense que ça aurait paru un peu étrange. Et donc ça, c'est notre plateforme. On a sélectionné Leroy Merlin et on se dit, voilà, quelle est la part du business model de la marketplace? Et c'est 13% aujourd'hui, c'est la marketplace. Et cette marketplace, si on regarde ce que ça a permis d'obtenir pour un acteur comme Leroy Merlin, au niveau de la cannibalisation ou de l'expansion, on peut le voir sous deux angles. Le premier, c'est les catégories. Comment est-ce que Leroy Merlin a réussi, avec la marketplace, à devenir plus fort sur certaines catégories? Si on prend le retail, le 1P, le truc de base de Leroy Merlin, ils sont forts en construction, en peinture, en meubles et en chauffage. Des catégories chez Leroy Merlin qui ne surprennent pas. En marketplace, ils sont devenus, leur top catégorie, c'est des catégories qui sont différentes, du jardinage, du mobilier de jardin, piscine spa, rangement, etc. Et donc, ils ont réussi à aller chercher des nouvelles catégories, alors pas forcément nouvelles d'ailleurs, on va le voir, mais des catégories sur lesquelles ils ont des forces différentes. Les salons de jardin, parlons-en. Les salons de jardin, justement, ils étaient déjà présents avant, mais ils sont devenus super forts en marketplace. Ils sont devenus 5e sur la catégorie, ils ont 10% de part de marché sur la marketplace, et ça leur a permis quoi? Ça leur a permis pas de rester au même niveau, parce qu'en fait, ils bouffaient leur chiffre d'affaires 1P. Ils ont réussi à devenir deuxième juste derrière Cdiscount, qui est très fort en salon de jardin. Et ça leur a permis, sur cette catégorie, comme sur 15 autres, enfin, sur 10 autres en l'occurrence, de solidifier ou de se rapprocher d'un leadership sur leur catégorie.
Et ça, on expliquera ensuite comment ils l'ont fait. Mais d'abord, un autre point, si on ne regarde pas du point de vue des catégories, mais du point de vue des clients. Si on prend même les meilleurs clients Leroy Merlin, Leroy Merlin ouvre sa marketplace, qu'est-ce qui se passe? En 2020, quand on regarde la part de portefeuille, c'est-à-dire combien est-ce que ces bricolos dépensaient sur Leroy Merlin versus les autres, 6% de leur budget était dépensé chez Leroy Merlin. 6% de leur budget allait chez Leroy Merlin chaque année. Enfin, en 2020 en l'occurrence. En 2021, quand on prend ce même chiffre, ce n'est pas 6,5%, c'est 8,7%. Et la différence, quand on a fait l'analyse, c'est majoritairement la marketplace qui l'a apporté. Et donc en gros, la marketplace, si on a un sourcing qui est fait avec le client en tête, et aussi une cohérence de l'assortiment, mais d'abord le client en tête, ça permet d'aller pour chacun des clients, être capable de proposer des gammes de prix supplémentaires, et ça on le traque, d'aller proposer des catégories supplémentaires, et à la fin, d'augmenter le chiffre d'affaires que l'on fait sans dépenser 1 euro de marketing. J'adorerais avoir ce slide pour le reconditionner. Alors tu peux avoir ce slide pour reconditionner parce que tu es client de Back Market. Mais, je vais t'appeler. Et la marketplace, c'est aussi un sujet pour les marques en fait. Alors Lacoste n'est pas un client non plus, et Lacoste, on sait, ils ont 3 manières de distribuer. Ils passent par des distributeurs normaux, où ils vendent du stock et c'est revendu. Ils sont en D2C avec Lacoste.com, et ensuite ils passent par des marketplaces. S'il y a des gens de Lacoste, on ne s'en est jamais parlé, donc vous découvrez peut-être des chiffres qu'on va vous partager. Lacoste, depuis quelques années, ils ont été très forts sur leur vente directe, et aujourd'hui, ça leur permet en termes de sell-out de représenter une partie significative de leur vente. Après, ils ont quand même des ventes qui sont intermédiaires. Et quand on regarde les ventes intermédiaires, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a à peu près 10% qui est de la marketplace. Et sur une marque comme Lacoste, et encore une fois, on en parle de manière extérieure, sans avoir parlé avec eux, mais juste du point de vue de la data et un peu d'expérience, c'est une marque pour qui le positionnement est quelque chose d'important et donc pour lequel la marketplace peut potentiellement représenter un sujet au niveau du positionnement, au niveau du prix, au niveau de l'exposition, etc., etc. Et donc qu'est-ce que l'on voit sur les actions de Lacoste? C'est que depuis 2017, ils ont été capables de reprendre le contrôle sur leur marketplace. Aujourd'hui, 75% de la marketplace, enfin des produits Lacoste vendus en marketplace, le vendeur, il s'appelle Lacoste. Et dans les 25% qui restent, il y a pas mal de gens, on a regardé dans Fox Intelligence, on a regardé la liste des mecs qui vendaient, ce sont des gens qui sont en contrat avec Lacoste et qui ont de ce fait un contrôle. Pourquoi est-ce qu'on a pris cet exemple de Lacoste? C'est parce que, en fait, il est assez représentatif de ce qu'on pousse avec Fox Intelligence. De toute façon, les clients voudront une livraison en 15 minutes. De toute façon, ils seront plus éduqués du point de vue de l'environnement, ils voudront dépenser moins et ils iront vers la seconde main. Il y a les marketplaces sur lesquels, grâce à Miracle, grâce à le fait d'avoir eu plusieurs années de marketplace, à la fois les clients et les marques sont capables de faire du commerce avec confiance. Et donc, le business va aller vers là. Et donc, nous, ce qu'on pousse chez Fox Intelligence, c'est que ces 3 tendances, il y a une manière de les aborder, c'est avec de la data, et c'est ce qu'on fait avec nos clients très tôt, même depuis leur création, c'est de se dire qu'on peut les aborder sereinement et on peut maximiser pour chacun des clients le chiffre d'affaires qu'on va faire, à condition de le faire, 1, avec de la data, et 2, une data qui permet d'être consumer-centric et de comprendre ce que le client veut. Voilà. Et je vais juste ajouter un truc, parce que je n'ai pas mentionné comment on travaille avec vous, avec Fox Intelligence. Et un élément assez important, bien sûr, nous, on s'intéresse toujours à la part de marché, mais ce qu'on est aussi en train de faire, très important, donc historiquement, on a commencé sur le smartphone, et on a un focus très important de diversification de l'offre. Et donc pour nous, pour faire ça intelligemment, on utilise la data de Fox Intelligence pour mieux cibler les nouvelles catégories qu'on veut inclure sur notre plateforme dans les différents marchés. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner beaucoup de temps et nous rend nos efforts beaucoup plus constructifs et efficaces. Pardon, alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a un point qui est important dans la méthodo de Fox. C'est comme autour de chaque consommateur qui est dans le panel Fox, on a toutes ces transactions. On est capable de dire, par exemple, pour Gorillaz, quand quelqu'un va chez Getir, alors qu'il est client Gorillaz, qu'est-ce qu'il va chercher? Et ça, l'insight qui se traduit et qui devient disponible pour Paul, c'est le fait de dire, en fait, ce produit qui me manque, c'est un trou dans mon assortiment et je vais être capable d'aller le sourcer. Et la prochaine fois, le prochain client,
clac, ce produit, il le trouvera chez moi, il n'ira pas voir ailleurs. Si on prend le cas de la food delivery, il y a eu un combat assez épique entre Allo Resto, maintenant Just Eat, Deliveroo et Uber. Désolé de changer de marché, mais c'est un marché que j'aime bien. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a un des mecs qui s'appelle Uber qui a signé McDonald's. Et c'était les mêmes vélos, les mêmes mecs sur les vélos, les mêmes sacs à dos avec une couleur différente. Mais à un moment, il y a eu McDo qui a siphonné tous les mecs, enfin une partie des mecs qui étaient avant acheteurs chez Deliveroo. Le fait de prendre conscience de ce truc-là et de se dire en fait il faut péter l'exclu de McDo avec Uber Eats parce que c'est la raison pour laquelle les mecs se battent, c'est le genre de choses qu'on est capable de faire parce qu'encore une fois on a une vision consumer-centrique. Et quand on va chercher des nouvelles catégories de nouveaux produits, c'est ce qu'on fait aussi avec Back Market. L'euro le plus facile à faire, c'est l'euro qu'on fait déjà avec c'est l'euro qu'on va faire avec un client qu'on a déjà. Donc être capable pour Back Market de se dire en fait il y a ça qui nous manque comme assortiment, c'est ce qu'on fait avec vous. Et le grand drame, c'est qu'on ne peut plus dire que c'est à cause de la météo qu'on avait fait nos chiffres. Exactement. Voilà. On est arrivé pile à l'heure. Si vous avez des questions, on est disponible. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout le monde veut du champagne tout de suite? J'ai oublié un petit point, la livraison est à 1,80 €, quel que soit le montant de la commande, et on enverra autant de livreurs qu'il faut pour votre commande. Voilà, c'est un des principes de Gorillaz aussi. Mais comme le disait Edouard, les gens segmentent, donc c'est plutôt 3-4 commandes par semaine plutôt que de faire un plein un peu lourd en une seule fois. Et pour le coup, ça évite aussi le gaspillage. En ne consommant que ce dont on a besoin, on jette moins. Je prends le mauvais exemple des avocats qui sont le pire en termes d'écologie, mais vous en achetez 3 au supermarché, ils sont tout durs, vous les laissez sur le coin de votre cuisine, après ils sont tout moisis. Avec Gorillaz, au lieu d'avoir 3 avocats durs, vous avez un avocat mûr qui arrive en 10 minutes. Bonsoir, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Petite question à Paul sur Gorillaz. J'avais 2 questions. Vous parliez de la croissance avec 23 magasins sur Paris. 23 en France. 23 en France, ok. 13 à Lyon Paris, aussi également. 9. Les ambitions pour 2022 on a ralenti un peu la croissance, on a ouvert ces magasins et on a arrêté d'en ouvrir en août. Justement, on pose un peu notre existence, on n'a que 6 mois, on regarde les chiffres, on voit où il faut aller, on voit les zones de tension, on va ouvrir d'autres stores, on va densifier les villes où on est présent, donc Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Nice, et on va réfléchir peut-être à d'autres ouvertures de villes en voyant les comportements, les consommateurs. C'est un des points, nos stores font entre 300 et 400 mètres carrés, 300 mètres pour le stockage et 100 mètres carrés pour que les vélos soient à l'intérieur du store. On ne veut pas de nuisance pour les voisins, les vélos ne sont pas devant le store, les riders sont à l'abri dans un store. Voilà, c'est des points et forcément ça a aussi un coût par rapport à certains de nos concurrents. Sur l'ouverture et l'expansion, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a levé en série C un montant assez impressionnant. Forcément, ça va faire partie de cette expansion de nouveaux magasins, mais de manière intelligente et pour répondre aux besoins des clients. La clé de notre business, c'est un nombre de commandes par magasin avec un panier moyen qui augmente et un inventaire qui tourne bien. On est commerçant, donc il faut juste qu'on le fasse bien. Et en Allemagne, certains stores sont déjà rentables. Aux Pays-Bas, on fonctionne dans des toutes petites villes. Donc on a besoin de ces informations-là et on ne peut pas se baser uniquement sur les learnings allemands, néerlandais, parce que la consommation n'est pas la même, les clients ne sont pas les mêmes, les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. Étonnamment, la baguette est le produit le plus vendu en France, mais ça, pas tellement de mystère. Merci beaucoup. Merci beaucoup de présentation très intéressante. Question pour Edouard. Est-ce que tu peux revenir sur le bénéfice que j'ai moi en tant que consommateur, c'est-à-dire la façon dont tu constitues le panel et finalement toute la transparence que vous faites en termes de privacy autour de ces sujets-là pour exploiter ensuite ces données pour vos propres clients? Alors, le sujet, c'est que on veut un panel qui soit représentatif. Et donc, je vais expliquer, je vais répondre précisément à la question. Et donc, on ne peut pas payer les gens. Si on paye les gens, à peu près personne dans cette salle participerait à ce panel. La deuxième chose, c'est que... pourquoi? Parce que en fait, les gens qui font le e-commerce, c'est les gens qui sont dans cette salle, en tant que à 2 titres, et que si on vous incentivait, ça ne vous intéresserait pas. Donc, il faut vous rendre un service. Donc, ce que fait Fox, on a lancé une app qui s'appelle CleanFox, il y a maintenant 4 ans et demi. CleanFox, c'est une application qui vous dit, voilà, on va vous rendre un service qui est dingue, et que les gens adorent. Il y a des millions de personnes qui l'ont téléchargé. C'est une manière de voir votre boîte mail de manière totalement différente. C'est-à-dire une sorte de Tinder de votre boîte mail.
slide à gauche, vous supprimez toutes les newsletters d'une personne, slide à droite, la même chose, mais en se désabonnant. Et ça, c'est une manière d'interagir avec sa boîte mail qui n'existe pas autrement. La possibilité de télécharger toutes ces transactions d'un coup en appuyant sur un bouton et avoir son budget qui arrive sous la forme d'un tableur Excel. Et ça, cette application-là, on la distribue dans tous les pays où on est présent, avec à chaque fois une transparence totale sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Aucune pub, aucun targeting, on participe à aucun élément qui va permettre de retracer un utilisateur. On est l'anti-pub par excellence. Et aujourd'hui, on a été téléchargé par 5 millions de personnes et on a des super feedbacks sur cette app. Cleanfox.io. Et c'est disponible sur iOS et Android. Et je prends le truc. Ce qu'il faut aussi, c'est un use case qui soit universel pour qu'il y ait des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des Parisiens, des pas Parisiens, et que si on explique le truc en Russie ou en France, ça soit il n'y a pas de pays où tout le monde est inbox zéro. Donc la boîte mail en bordel, c'est un use case universel qu'on a décidé d'adresser. Et c'est aussi un sujet d'écologie parce que chaque mail, c'est 10 grammes de CO2 par an. Donc chacun a une petite usine à gaz qui tourne sans le savoir et la nettoyer de temps en temps, c'est un bon truc. Et on aura bientôt une nouvelle app qui va sortir aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup.